Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tous les 20 novembre, la communauté internationale, et plus particulièrement les pays africains, célèbrent la journée de l'industrialisation de l'Afrique. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui le 17 novembre, mais justement, c'est dans le cadre de la célébration de la journée mondiale pour l'industrialisation de l'Afrique que nous organisons ce numéro du club de l'économiste. Eh bien, c'est une journée pour inciter les pays à s'engager davantage dans le processus industriel, pour susciter une prise de conscience au niveau mondial et mobiliser l'appui international en faveur du développement industriel de l'Afrique. La journée de l'industrialisation décrétée par les Nations Unies permet chaque année d'aborder les problèmes liés au développement industriel durable et d'évaluer les stratégies d'atteinte des objectifs visant à faire des Africains des partenaires égaux dans ce nouveau monde. La place de l'Afrique sur le marché mondial. Il ne s'agit plus seulement de produire, mais d'être compétitif pour espérer tirer profit des marchés de plus en plus ouverts et concurrentiels. Cette compétitivité nécessaire pour un accès facile au marché dépend de la disponibilité des ressources humaines qualifiées, d'infrastructures économiques viables, d'un cadre juridique favorable à la prise de décisions commerciales sur les marchés. Afin de relever le défi de l'accès au marché, les pays, semble-t-il, doivent coordonner et harmoniser leurs points de vue et parler d'une seule voix en matière de négociations commerciales, notamment dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZECAf, des accords de partenariat économique avec l'Union européenne et dans celui des négociations avec l'OMC. Bienvenue à nouveau à toutes et à tous à ce nouveau numéro du club de l'économiste. Mes invités, M. Crépin Okoolou, directeur général de la société industrielle Sonimes, c'est ça? C'est bien ça. Vous allez vous présenter un peu plus en détail tout à l'heure. D'accord, merci. À sa suite, M. Arsène Fadon, expert industriel au sein du département investissement de la CDC Bénin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame la journaliste. Et M. Assouvi Kofi Dieudonné. Vous êtes docteur en droit de l'Université de Limoges en France, docteur en sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. Alors, sans plus tarder, je démarre par vous, M. Crépin Okoolou. Dites-nous un peu plus sur votre parcours. Crépin Okoolou, mon nom. Après plusieurs années au Maroc, où j'ai eu mon master en finance d'entreprise et fiscalité, j'ai fait plusieurs années dans un cabinet de la place fiduciaire d'Afrique pendant 7 ans, avant de rejoindre le groupe Azalaï, où j'ai travaillé pendant 2 ans. Après Azalaï, je suis revenu sur Abidjan, où j'ai fait 2 ans également avec NCA Group. De là, je suis revenu au Bénin pour prendre la reine pour la gestion de Sonimes Bénin depuis plus d'1 an, où nous faisons carrément, je peux dire que je me sens dans l'industrialisation de l'Afrique et principalement du Bénin. Vous êtes également fondateur d'un cabinet de conseil. En effet. Okay. Avant de revenir au Bénin, oui, j'ai créé un cabinet appelé TLAC, qui fait du conseil et de l'accompagnement pour les entreprises, mais installé en Côte d'Ivoire, qui continue à sa gestion, bien que je ne suis plus là, que j'ai confié à des collaborateurs qui continuent. Okay. Alors, M. Kofi Dieudonné Assouvi, dites-nous un peu plus sur votre parcours. Merci, madame la journaliste. Je vais commencer par mes expériences professionnelles avant d'aller sur le parcours académique, puisque le plus important ici, c'est l'expérience. J'ai été pendant longtemps négociateur en chef du gouvernement, pour le compte du gouvernement, tout au moins jusqu'en 2019. Et dans ce cadre-là, nous avons eu à travailler sur les accords de partenariat économique, la zone de libre-échange continentale, dont j'étais le négociateur principal en chef pour le Bénin. Nous avons travaillé aussi, vous l'avez dit, à l'OMC. Et dans ce cadre-là, l'Union africaine a eu une initiative de renforcement de capacité des négociateurs africains, dont j'étais le porte-parole. À l'OMC, on négocie surtout sur les questions phytosanitaires et sanitaires. Donc, dans ce cadre-là, on a beaucoup de choses à dire dans le cadre de cette journée. Et à l'OMC, ce qui est, vous n'avez pas mentionné dans votre truc là aussi, et qu'on a obtenu, c'est l'accord sur la facilitation des échanges qui contribue à l'industrialisation
de l'Afrique qu'on a obtenu en 2013. Ça, c'est important également pour le débat sur lequel nous sommes actuellement. Et voilà ce que je fais. Et je suis principalement spécialiste de la diplomatie économique, tout ce qui concerne l'économie de façon générale. Et je travaille dans ce sens-là. J'ai 2 centres dans lesquels je travaille. Il y a le centre de recherche pluridisciplinaire sur la gouvernance en Afrique et l'association béninoise d'intelligence économique. Et quand on parle de l'industrialisation sans intelligence économique, il n'y aura pas de l'industrialisation. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, vous l'avez dit, compétitif, mais c'est le monde qu'on appelle l'hyper-concurrence. La concurrence, elle est rude, elle est hyper. Donc, dans ce sens-là, si vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez rien décider et vous ne savez même pas où implanter une industrie pour que ça soit une industrie viable. Maintenant, mon parcours, j'ai fait le Bénin. Parcours académique, j'ai fait l'ENA au Bénin, j'ai fait la sociologie, j'ai fait le droit avant de m'envoler pour la France, la Belgique et le Canada, où j'ai fait en France le doctorat dont vous avez parlé. J'ai fait un autre doctorat en gestion où je suis avec les entreprises, en gestion internationale, management international. Et avant de revenir au Bénin pour me consacrer au développement de l'Afrique, mais de plus en plus, je me rends compte que c'est un continent qui n'est pas totalement prêt pour le développement au regard de mon engagement. Ça, c'est une grosse déclaration. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Arsène Fado, c'est vous l'expert industriel. Dites-nous un peu plus sur votre parcours. Merci, madame la journaliste. On m'appelle Arsène Fado. Je suis ingénieur industriel de formation et ça fait une quinzaine d'années que j'ai travaillé dans les usines au Bénin, notamment les usines de ciment. Ça fait également 15 ans que j'enseigne dans les universités publiques et privées du Bénin. Et j'ai travaillé également au Maroc, où j'ai eu d'ailleurs mon diplôme par ailleurs. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans le financement de l'industrie. Je travaille à la Caisse des dépôts au sein du département investissement qui vient en fait être le chaînon manquant aujourd'hui pour le développement des industries et pour la création, la croissance du monde industriel. Donc nous aurons peut-être l'occasion de dire un mot là-dessus. Vous êtes également fondateur du premier cabinet conseil spécialisé en management opérationnel et financement industriel au Bénin. Il n'y en avait pas au Bénin? Exactement. Au Bénin, jusqu'alors, le secteur industriel allait vers les cabinets comptables, les cabinets de fiscalité et les cabinets en finance uniquement. J'ai la chance d'avoir un parcours atypique. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup. Après toutes ces années en industrie, j'ai commencé par engranger des certifications en finance. Je suis dessus la 3e actuellement, donc j'espère que voilà, ça continuera. Donc je m'intéresse beaucoup aujourd'hui au financement de l'industrie, qui est un des leviers importants pour ce secteur. Merci, nous allons démarrer et je vous informe que dans notre public, nous avons les hommes de médias, mais nous avons également des entrepreneurs, des opérateurs économiques et autres. Alors, Monsieur Assouvi tout à l'heure a dit que le continent n'est pas prêt pour le développement. Et moi, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, est-ce qu'en matière d'industrialisation, le Bénin a vraiment sa place sur le marché africain? Si je peux me permettre, oui. Le gouvernement de notre président Patrice Talon a commencé un exercice avec la zone la GDZ que nous avons en face de à Wedo, à Carabi, c'est ça, à Glo, qui, pour tout Béninois qui se rend là, va se rendre compte que oui, il y a quelque chose qui a commencé et il faut que nous puissions encourager cela. Peut-être que M. Assoubi va compléter autre chose pour nous justifier pourquoi il dit que le continent n'est pas encore prêt. Moi, je pense que le continent a amorcé l'élan pour pouvoir développer et continuer à prendre son âme en main pour l'industrialisation de l'Afrique. Monsieur Assoubi? Oui, madame, le continent n'est pas totalement prêt pour le développement.
et notamment le développement industriel, parce que le développement industriel, ou comme le développement qui est aujourd'hui inclusif et durable, puisqu'il faut inscrire notre débat dans ce sens-là, on ne peut pas avoir aujourd'hui de l'industrie qui n'est pas de l'industrie verte, ça c'est pas plus simple possible, à moins qu'on ait choisi encore d'aller au courant de la... Donc par rapport à ces questions-là, le premier élément, le facteur déterminant, c'est la volonté politique. Et cette volonté politique se manifeste sur plusieurs plans. Il y a le cadre législatif qui doit être un cadre attrayant, qui encourage l'industrie. Et dans ce cadre législatif, vous avez la dimension régionale et internationale où les pays africains doivent se positionner dans la région. On viendra sur la zone de libre-échange du continent, on viendra sur les initiatives de la CEDEAO, si vous voulez, l'accord de partenariat économique qui est en train de battre de l'aile. Donc, ça, c'est des éléments sur lesquels il faut s'engager. Mais pour aller sur ces éléments-là, les pays africains ne sont pas encore unis. C'est vrai que l'Union africaine n'a pas de voix dans les enceintes de négociation, mais la coordination africaine pour aller, on n'est pas là. C'est pour ça que je dis un élément qui prouve que nous ne sommes pas prêts. C'est un des éléments. Deuxième élément de la volonté politique, plutôt absente. Qui est absente, oui, c'est l'encouragement même de la politique industrielle en Afrique. Il faut une politique pour les États, mais il faut une politique industrielle africaine. On a des initiatives au niveau de l'Union africaine avec le département de l'industrie, tout ça, mais il faut aller au-delà pour trouver des projets intégrateurs, c'est-à-dire voir dans les pays, qu'est-ce que je prends le Bénin, qu'est-ce que le Bénin peut faire de façon individuelle et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et là, on fait des industries intégratrices qui amènent les gens, les autres pays hors Afrique à savoir que l'Afrique a commencé, c'est pas. Un autre élément également, c'est la politique éducative, l'école, la qualité de la formation. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Dans le cadre de la zone, les zones économiques spéciales, dont la zone économique spéciale, le président de la République du Bénin a dû faire venir, avec lequel j'ai travaillé, un consultant chinois qui est venu avec lequel j'ai travaillé pour qu'on ait ce qu'on a aujourd'hui comme zone économique et industrielle. Et le Nigeria a beaucoup plus de zones économiques et industrielles comme nous en avons une. Mais on pouvait avoir les compétences locales pour faire face au montage d'une zone industrielle et économique. Pour le moment, on n'en a pas. Et comme dans tous les pays africains. Et le pire, quand j'ai été négociateur, j'ai fait beaucoup de pays africains, je me dis, c'est ça qui me donne les avantages. Vous ne trouvez pas des négociateurs chevronnés africains en matière d'économie, en matière d'investissement, en matière de risques, même quand on parle de la dette que nous voulons négocier sur 50 ans. Comment on négocie pour que demain nous ne soyons pas accablés par les dettes? Il y a ce déficit en Afrique, puisque j'ai fait beaucoup de pays africains. Donc ce sont les quelques éléments d'abord sur lesquels je dis que l'Afrique n'est pas prête, et de façon générale, vous voyez une société qui fait un pas en avant et une société qui fait un pas derrière. En arrière, comme vous le dites bien. Et ça veut dire quoi? Vous avez des citoyens qui ne sentent pas aujourd'hui que nous sommes citoyens. Nous devons faire quelque chose pour faire avancer notre pays. Nous devons faire quelque chose pour avancer l'Afrique. On choisit le chemin de l'immigration. Combien meurent? À l'indifférence des pays africains, combien meurent? Donc c'est pour ça, voilà. Alors, Monsieur Fayor, aujourd'hui on a l'impression que le Bénin avant la GDIZ n'existait quasiment pas industriellement. Quel regard faites-vous de l'état des lieux de l'industrialisation aujourd'hui au Bénin? Merci Madame. Je voudrais déjà faire mienne les propos des deux collègues. Pour dire que je vais donner déjà quelques exemples pour étayer un certain nombre de choses. Nous avons beaucoup de pays africains qui sont leaders dans la production de coton, mais malheureusement, le Bénin décide de transformer son coton, d'intégrer la chaîne de valeur du coton. Dites-moi combien d'Africains, combien de sociétés africaines participent à ces usines-là. Donc c'est pour montrer un peu le déficit. L'Afrique ne commerce pas suffisamment avec l'Afrique. L'Afrique, c'est pour montrer que politiquement, on n'y est pas. On n'y est pas au niveau de l'Afrique. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut faire remarquer, qui est de mon point de vue très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de facilité pour créer des entreprises au Bénin, beaucoup de facilité. Mais si on vous dit le nombre d'entreprises qui sont créées tous les jours, vous allez tomber des nues.
Mais on ne peut pas vous dire aussi le nombre d'entreprises qui ferment tous les jours. Vous voyez un peu. On est dans un contexte où on est en train d'applaudir tous pour de nouvelles entreprises qui sont en train de pousser à la GTZ. Mais il y a des anciennes usines qui sont en train de mourir aussi en parallèle. Vous convenez avec moi que c'est le bilan qu'on retient à la fin. Ce n'est pas, on ne regarde pas que le côté qui est bon. Donc ça, c'est pour un peu poser voilà. Maintenant, quand on prend le Bénin, ce qu'on va dire d'entrée du jeu, c'est de dire qu'on sent qu'il y a une prise de conscience. Il y a une volonté, après il y a la méthode, mais il y a une volonté. Les mots compétitivité ne sont pas des mots vains. Ce sont pas des mots vains. Au-delà des négociations internationales, lorsqu'on revient au centre de l'entreprise, au centre des entreprises, les entreprises doivent pouvoir déjà elles-mêmes être compétitives sur le plan technique, sur le plan opérationnel, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Parce que quand vous voyez une très grande entreprise, il faut qu'elle fasse appel à un expatrié pour piloter, même jusqu'au niveau opérationnel. Nous, après 12 ans dans l'industrie, nous avons vécu ça. Ce sont des signes qui montrent qu'on n'a pas pris, on n'a pas agi en amont. La faute est à on n'a pas agi en amont sur la formation, par exemple. On n'a pas agi en amont sur, c'est-à-dire la prise en compte même des problèmes des industries existantes. Tout revient à la politique finalement. Malheureusement, vous savez, la transformation, tout ce qui est transformation, s'inscrit dans un monde global. Vous voyez un peu? Donc du coup, vous ne pouvez pas aujourd'hui faire comme vous voulez et croire que vous aurez des résultats beaucoup plus intéressants que les autres. Donc il y a à la fois les dirigeants qui n'ont pas pris les choses comme il faut, mais il y a aussi les acteurs. Croyez-moi, pour le peu que je connais, j'ai vu beaucoup de documents de plaidoyer des industriels béninois. Mais quand vous résumez le plaidoyer, il est fiscal. Des industriels qui ne posent que des problèmes de fiscalité. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Alors qu'il y a des gros problèmes. Lorsque des industriels posent des problèmes d'énergie, moi je trouve qu'on n'y est pas. L'énergie, c'est une industrie. C'est une industrie, je ne sais pas si vous comprenez. C'est une opportunité d'investissement. Des industriels qui ont besoin d'énergie, qui disent à l'État, on a besoin d'énergie, donc on n'a pas d'énergie, on n'arrive pas à travailler. L'État qui dit, je n'ai pas les moyens pour construire. Vous voyez un peu le paradoxe. Donc, pour dire qu'il y a que tous ces acteurs, État, industriels, consommateurs, doivent s'asseoir et poser le problème de l'industrie béninoise. Ce qui est en train d'être fait, c'est bien, mais si on n'est pas en train de toucher les problèmes de fond, on va s'arrêter à un Merci, moment. M. Fador. Monsieur Crépin, dites-moi, pour vous qui êtes dans le privé, quels sont les autres problèmes que vous relevez dans l'industrie béninoise? Merci madame. Disons, les deux ont touché un point, l'énergie, la formation. Il y a quelque chose que tout à l'heure on présentait en disant en fait il y a une zone industrielle qui est seulement la GDZ. Non, il y a une autre zone qui est à Sémépodi. Là où se trouve... Non, Sémépodi. Là où se trouve actuellement notre usine, Sonimes, il y a d'autres usines qui sont dans la zone, mais il y a un problème de voie. L'accès à la clientèle, l'assainissement du lieu où se trouve l'usine. Comment est-ce que l'usine vit? Ils ont parlé de l'énergie. Il y a une discordance entre le coût de l'énergie à la GDZ et le coût de l'énergie au niveau de Sémépodi. Déjà ça, c'est un problème. S'il y a une industrie, je sais qu'il y a une industrie de production
de carton à la VDZ, il y a une autre industrie de production de carton à Semépodi. Déjà, ces deux industries, s'ils produisent le même produit, ils ne peuvent pas être concurrentiels. En interne, avant de DICO, le produit fabriqué au Bénin, on veut aller concurrencer une société au Togo. Le produit fabriqué au Bénin, on veut aller concurrencer un autre produit au Nigeria. Il y a des problèmes. Et ça, nous vivons ça tout le temps. On a eu à faire plusieurs débats avec l'État. Il y a un travail que l'État a commencé pour pouvoir harmoniser le coût de l'énergie pour les industries. Bon, pour le moment, on n'a pas encore le résultat, mais on verra. Monsieur Assovi, dites-moi, si les industriels ne posent pas le problème d'énergie, quel problème ils devraient poser? Avant de répondre à votre question, je voudrais donner deux indicateurs, puisque en matière économique, c'est les indicateurs statistiques qui parlent. Avant de répondre à votre question, j'ai dit, en République démocratique du Congo, j'ai suivi le président Tshisekedi qui disait que le taux de couverture de l'énergie électrique dans son pays était à 9% quand il avait pris le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est à 20%. Pour le Congo, qui fait les 15 pays de l'Europe et qui a plus de 50 millionnaires sur son sol. 50. Je suis spécialisé sur son milieu. Et qui peut, dans le sous-sol, peut seul alimenter tous les pays africains en énergie et vendre à l'Europe. Mais voilà là où on en était. Est-ce qu'il y a une volonté? Le deuxième élément statistique, au Gabon, le gouvernement déchu, ils ont pris la volonté, qu'il y a une volonté manifestée au niveau de l'Union, le LIOMA aussi, l'Union économique et monétaire, de transformer 25% seulement de ce que nous produisons ici en Afrique. Au niveau de l'UEMOA, c'est ce qui a été décidé. Au niveau, le Gabon aussi a décidé de transformer 25% de ces bois. Depuis 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 1% a été transformé. On continue allègrement d'exporter le bois ailleurs. Or, comme on vient de le dire, Monsieur Fadol, depuis 1990, le monde est rentré dans ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondiale. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. On ne parle plus de commerce, de marchandises, de ceci, mais on parle de commerce, de compétences, de services. Qu'est-ce que vous savez faire dans la chaîne? Vous êtes, l'Africain est aux deux extrémités, produit et à la fin, matière première sans transformation. Or, la valeur ajoutée, c'est au niveau de la transformation, pour consommer les jeunes, pour occuper et faire vraiment le développement. Les recettes, si on avait ça, on n'a pas besoin de mettre la pression fiscale. Vous voyez la Belgique, la pression sur ces 3% en matière de fiscalité. C'est parce qu'on n'a pas fait ça qu'on est arrivé à ce niveau-là. Donc je voudrais préciser ça avant de répondre à votre question pour dire, si on ne pose pas les problèmes de formation de ceci, quels sont les autres problèmes qu'on doit poser aujourd'hui? Que les industriels vont poser. Le vrai problème aujourd'hui sur lequel moi je travaille, c'est l'évolution très rapide des connaissances et l'obsolescence des métiers. Beaucoup de métiers tombent, mais nos industriels continuent d'être des industries dépassées. Il faut en finir avec. Il faut en finir avec. Les métiers évoluent. Aujourd'hui, on parle de numérique. Mais qui s'engage dans le numérique? On est dans la 5e révolution aujourd'hui numérique. On est où? Nous, on est peut-être au début de la révolution. On n'est pas encore dans la 5e révolution numérique. Et j'ai fait un cours sur la cybersécurité. En 2021, il y a 2 500 000 emplois vacants dans le monde dans le secteur de la cybersécurité. Comment nous nous positionnons en tant qu'industriel aujourd'hui pour dire on ne peut pas parler de l'industrialisation si on ne se positionne pas sur les champs porteurs de demain. Vous êtes dépassé si vous ne vous positionnez pas sur les champs de demain, parce que les choses évoluent vite. Donc les industriels aussi, c'est d'abord une vision. Une vision, et cette vision-là n'existe pas. Je donne un exemple. En 2018, je suis allé, j'ai accompagné un groupe de chefs d'entreprise, dont le vice-président de la Chambre de commerce en son temps, au Pakistan et en Turquie. En Turquie, on a rencontré un monsieur industriel qui a 2 enfants. Et il a positionné ces 2 enfants, qui est le directeur de la production et l'autre est directeur commercial. Et il fait partie des meilleurs en Turquie. On a visité ces industries. Et qu'est-ce qui a étonné nos gens? Les 11 que j'avais accompagnés, il n'y a personne qui puisse parler l'anglais. Donc je suis devenu leur interprète. Et ils étaient étonnés pour dire, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un monsieur qui a dit dans le groupe des entrepreneurs béninois, pour dire, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai mon enfant, j'ai envoyé de faire diarrhée à l'ENA,
Et alors que lui, maintenant, il a positionné ses 2 enfants déjà dans son industrie. Et ils sont en même temps qu'ils font l'alternance, l'école et l'industrie, ça les prépare déjà à être de vrais industriels. On ne s'improvise pas industriel. Le management africain, il est malade. Donc il faut agir sur ça. Donc quand ils ont vu l'expérience, c'est qu'ils allaient voir pour changer dans la tête, pour dire il faut qu'on se projette, et en se projetant, on crée des industries aujourd'hui qui sont des industries viables. On continue encore de faire un truc de maison où on mange, à la fin on traficote les comptabilités, une entreprise a 6 comptabilités, une comptabilité pour l'État, une comptabilité pour les investisseurs, une comptabilité pour la banque. C'est ça les industries en Afrique. Monsieur Arsène Fadol, vous évoquez tantôt, au-delà de la volonté politique, la méthode qui n'existe pas. Est-ce que vous pourriez développer un peu plus? Oui, écoutez, merci aux 2 panélistes, hein, merci beaucoup. Vous savez, ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il faut à la fois que chaque acteur connaisse son rôle, premièrement. Il faut que l'État anticipe obligatoirement sur les formations de demain. J'ai eu l'occasion de participer il y a quelques jours à une conférence sur la transformation numérique. Et je disais qu'aujourd'hui, quand on parle du numérique, même dans les entreprises industrielles, ça se limite au marketing, ça se limite au commerce, ça se limite. Voilà. Alors que le numérique aujourd'hui, c'est au cœur des processus de production, c'est au cœur des machines. Que ce soit la maintenance aujourd'hui, grâce au numérique, grâce aux données, on peut prédire, on peut prévenir les problèmes des machines. Grâce au numérique, on peut optimiser la consommation de l'énergie. Il y a beaucoup de solutions. Et ça, c'est le rôle de nos dirigeants, de commencer par éliminer de nos centres de formation les filières qui ne sont plus ou qui ne seront plus dans 5 ans, 10 ans des filières intéressantes. Ça, c'est le rôle évidemment de l'État de créer des zones comme la zone économique spéciale. Mais moi, je dis une des faiblesses importantes, c'est que nous avons beaucoup de zones dans le pays, beaucoup de régions où il y a des matières premières. Vous comprenez? Il y a des matières premières. On peut créer de petites zones, de petites localités, de petites zones économiques locales dans ces régions-là pour augmenter la transformation, faire travailler les jeunes. Vous savez, aujourd'hui, je pense que le DG de Sonimex nous dira, mais beaucoup de chefs d'entreprise industriels au Bénin, ils regardent la GDZ à la télé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça aussi. Est-ce la faute de l'État? Est-ce la faute des industriels existants? Je ne sais pas si vous comprenez combien d'industries existaient au Bénin, étaient déjà en train de produire et sont en train de s'installer à la GDZ, avec toutes les facilités qu'on donne là-bas. Est-ce que ce qu'on dit, c'est qu'à l'avènement de GDZ, les autres industries ont cessé d'exister ou elles sont dans leur coin et font comme si rien ne se passe à côté? Est-ce que GDZ a révélé vos limites en tant qu'industriel? Je vais d'abord répondre à l'affirmative, mais pas forcément pour Sonimex. Okay. Pourquoi? Parce que nous avons anticipé beaucoup de choses avec la GDZ et déjà bientôt vous allez entendre parler de nous, la GDZ. Je ne veux pas révéler les secrets. C'est vrai qu'au départ, je ne sais pas si c'est parce que le gouvernement n'a pas assez communiqué ou bien peut-être que la communication a raté quelque part pour pousser, parce que je sais qu'il y a des Béninois qui ont de l'argent pour investir. Il y a des Béninois qui ont des idées. Croiser le financement avec l'idée, ça va germer, ça va donner ce qu'on appelle entreprise, ce qu'on appelle industrie. Mais aujourd'hui, il y a une bonne partie de ces Béninois qui ont peur. N'occultons pas ça. Ils ont peur. Je vais faire. Peur de quoi? La peur, c'est principalement l'impôt. Je vais faire. Bientôt, ça va commencer par sortir. Le chiffre d'affaires va commencer par grimper. Les impôts vont venir et tout. Mais je ne veux pas aussi occulter ce que a dit M. Assouville, qui dit plusieurs comptabilités. C'est l'une des facteurs qui fait que beaucoup d'industries au Bénin sont tombées. Parce que
on se dit, oui, parce que l'État va venir me poser sur la tête la fiscalité, je vais commencer par mettre une partie dans la poche, je mets une partie dans la banque. Non. Quand on va comme ça, on va à la perdition. Toutes les sociétés qui sont parties, c'est comme ça. L'industrie a un poids, a un pouvoir pour agir sur le gouvernement. Parce que quoi? Je prends un exemple. Nous, on travaille avec... on a des collaborateurs, on a 150 collaborateurs. Si je veux faire passer une loi ou faire passer une décision à l'État, et que plusieurs entreprises comme ça qui utilisent 200, je prends la Sobebra, si c'est plus que ça, et de dire au gouvernement, non, nous on veut ça, 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 ça. Si on ne peut pas aller dans ce sens-là, moi je me retire. Quand c'est comme ça, parce que il y a aussi l'action sociale qui ne passe pas aussi, parce que si un collaborateur ou les Béninois se retrouvent dans la rue, est-ce que ça touche nos gouvernants? Si oui, une industrie qui se lève pour dire, on va arrêter, moi je vais mettre le verrou à la porte et dire, bon, c'est parti. On va se dire, ah, non, il y a un problème. Venez, on va discuter. Ah, à ce niveau, vous voulez ça, nous, on peut vous donner ça. À ce niveau, vous voulez ça, nous, on peut vous donner ça. Non, non, ce que vous me donnez ici, c'est bon. Mais là, je veux encore plus. Puisque c'est ça. Mais entre nous, dans un pays où l'industrie n'est pas encore bien structurée, comment est-ce que moi, petit industriel ou petite industrie, j'affronte les charges fiscales? Est-ce que ce n'est pas pour me sauver d'une manière ou d'une autre que je crée plusieurs comptabilités? Enfin, face à la réalité, en fait. Je peux répondre par l'affirmative, oui. Mais c'est parce qu'on comprend mal. Celui qui paye ses impôts, tu peux exiger des choses. Paye. Même les impôts, je me rappelle, excusez-moi de le dire, mon cabinet, la première année, je devais payer 8 millions d'impôts. Mais je n'ai pas fait un chiffre d'affaires de 8 millions d'impôts parce que j'ai choisi d'aller me mettre dans un régime donné. Je ne veux pas me mettre dans le plus bas niveau parce que je rêve grand. Je ne veux pas aller concurrencer. Je dis mon cabinet ne va pas aller concurrencer les Big Four. Je ne peux pas aller sur ce terrain-là. Mon cabinet va rester au milieu. J'ai 8 millions à payer. En fin d'année, je me suis mis là. J'ai payé les collaborateurs. Seul, j'ai dit, mais je fais quoi? Je me suis dit, mais c'est un homme qui doit. C'est une société qui doit. On va finir par payer si on a la pérennité devant nous. Ça m'amène à évoquer la question du code de l'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, oui, c'est bon de rêver grand, mais dans la vraie vie, à part ces cas-là, est-ce qu'aujourd'hui, le dispositif, vous avez évoqué le cadre législatif lorsque vous avez commencé à parler, le dispositif encourage les industries à y aller de cette façon-là? Du point de vue financier, non. Parce que le montant qui est dans le code des investissements, je ne sais pas si aujourd'hui il y a des... le DG a dit qu'il y a des gens qui ont l'argent dans le pays. Je ne sais pas si les gens ont l'argent aujourd'hui pour investir déjà dans les petites et moyennes, toutes petites et moyennes entreprises, déjà 50 millions et plus jusqu'à 500, et le reste maintenant c'est milliards. Je ne sais pas s'il y en a au Bénin, s'il y a des gens qui ont au Bénin, ou bien on a ouvert le marché pour que les industriels étrangers viennent s'installer. La question c'est les politiques qui doivent répondre donc, sur ça. Dans la pratique, ce qu'il en est. Oui, moi je confirme un peu ce que dit le DG. Déjà, ce qu'il dit, il y a quelque chose qui doit transparaître. C'est que nos industriels ne sont pas organisés, ne discutent pas suffisamment avec l'État. Il y a très peu de plateformes de discussion. Il y a très peu. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je vois des réunions où, lorsque l'État veut finaliser la loi fiscale de l'année d'avant, à quelques mois, je vois des semblants de réunions. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ce qu'il a dit, les industriels doivent être puissants. Est-ce qu'il ne faut pas appeler les choses par leur nom et dire qu'on a un État qui n'écoute pas les industriels? Ne dites pas que les industriels... Le dire comme ça, c'est prendre position. Ce que je dis, c'est qu'on constate qu'il y a très peu de plateformes d'échange. Et ça, dans tous les pays du monde, les industriels sont un lobby puissant. Moi, j'ai travaillé dans une usine qui employait 800 personnes. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Lors des élections 2016,
les politiciens qui sont venus dans la région, dans la zone où se trouvait l'usine, ceux qui ont pu capter les responsables, comme nous dans l'usine, ont eu une masse automatiquement derrière. Je ne sais pas si vous comprenez. Les industriels sont puissants et je pense qu'il manque vraiment ce cadre-là. C'est très très important de mon point de vue. À part faire... Maintenant, je voulais aussi dire une dernière chose, c'est que les industriels eux-mêmes, personnellement, je trouve qu'ils se forment très peu. Ils sont très peu formés. Avoir envie de produire du jus d'ananas ne fait pas de toi un industriel, ne fait pas de toi un expert en jus d'ananas. À partir de quel moment je deviens industriel alors? Non, je dis, ça ne fait pas de toi, en fait. Ça ne fait pas de moi, c'est un expert, ça ne fait pas de toi un expert industriel. Je fais la nuance. Lorsque des industriels veulent se réunir pour parler des problèmes techniques et qu'un industriel envoie son responsable logistique, un industriel envoie son responsable financier, un autre envoie son responsable de laboratoire. Dites-moi, on parle de quelle réunion? Qu'est-ce qui va se passer? Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un vrai problème, de formation. Circulez dans le Bénin et vous me dites là où vous allez trouver une école qui forme en management industriel. Quelles devraient être les attentes de l'industrie béninoise? C'est l'accompagnement de l'État. Oui, l'accompagnement de l'État. Il disait tantôt tout à l'heure, c'est l'énergie. L'énergie, le financement. Aujourd'hui, tu veux lancer un projet, même les banques, tu déposes, tu montes tout ton dossier, le business plan, tout est joli, tu déposes, on te regarde, garantie. Mais le Code de l'investissement a dit que les conditions sont désormais très... Monsieur Assoubi a donné la réponse tout à l'heure. Il y a un niveau. Il y a un niveau pour aller dire au Code d'investissement, ah ok, je vais bénéficier du Code d'investissement. Celui qui veut fabriquer du jus à base de l'ananas qu'on prend à la DAR, il veut fabriquer, mais il ne veut pas le faire à la façon traditionnelle où il faut presser et tout. Je vais mettre une petite machine en place qui me permet de prendre l'ananas, qui va éplucher les peaux, transformer le jus. La peau même, on peut faire, aujourd'hui il y a un jeune en Côte d'Ivoire qui fabrique des sacs de femmes ou des sacs de tout le monde avec la peau d'ananas. Vous voyez, c'est dit que est-ce que nous tous, M. Fadot parlait tout à l'heure de formation. Je suis embêté quand je lis sur les réseaux sociaux, Djomba qui dit qu'il est allé aux Émirats Arabes Unis, je pense. Il est dans un hôtel, il voyait des gens qui venaient avec des grosses voitures et il se pose la question, mais ils viennent faire quoi ici? Ils ont les moyens, ils ont tout. Ils viennent faire quoi ici? Et il demandait à son interprète, pourquoi les gens là se réunissent ici? Et l'interprète lui répond, ils viennent se faire former. Ah bon? Il n'a pas besoin de ça. Se faire former dans quoi? Comment gérer une épicerie? Comment gérer une épicerie? Pourquoi ils ont besoin de ça? Donc il reste à la porte, il attend. À la dernière position, il accoste une personne. Pourquoi vous venez? Vous n'avez pas besoin de ça. La personne dit oui, effectivement, c'est pas moi qui vais me mettre à gérer et tout. Mais pour que je puisse confier, je vais créer une épicerie, confier ça à quelqu'un, il faut que je comprenne comment contrôler, comment faire, comment anticiper, comment mettre les produits à la bonne place au moment qu'il faut, etc. C'est pour ça que je viens me faire former. C'est vraiment un grand problème. J'ai dit, les gens ont l'argent au Bénin, effectivement, on a l'argent. Mais est-ce qu'on est formé? Est-ce qu'on est outillé? Est-ce qu'on met les moyens qu'il faut pour que le business que je suis en train de créer, c'est pas pour dire, je vais prendre l'argent demain matin. C'est comme ça le Béninois est vu. Ou c'est comme ça la structure économique du Bénin est vue, psychologique, est vue. C'est du genre le Béninois veut faire du commerce. Il vient acheter ça de l'autre côté au Nigeria, venir vendre au Bénin, ou prendre ça du Togo, venir vendre au Bénin ou aller au Nigeria. Mais non, ça aussi c'est passé. Parce que ça, tu es en train de faire, je appelle ça du sotia doucha. Mais qu'est-ce que tu fais pour les enfants du Bénin? Qu'est-ce que tu fais pour l'avenir du Bénin? C'est l'industrie qui va porter le Bénin.
Monsieur Assouvi, pour vous qui avez fait plusieurs pays, selon vous, quelles devraient être les attentes de nos industriels? À quel niveau on doit régler les choses pour que ça démarre véritablement et que la GDIZ ne soit plus juste les attentes des industriels en Afrique en général, au Bénin en particulier, nous l'avons dit, il y a la question de volonté politique, le DG l'a dit. Et on est dans une mouvance que j'ai nommée les chaînes de valeur mondiale. Et dans ces chaînes-là, il faut la transformation économique qui se traduit par la création des zones économiques spéciales qui sont des zones à un régime économique spécifique pour offrir des facilités aux entreprises en termes fiscaux, en termes de services connaissent l'eau, l'électricité, pour les aider, la route, l'internet, tout ça, pour les aider à faire avancer. Et il y a près de 247 aujourd'hui en Afrique, dont le nombre le plus important se trouve au Nigeria. Mais on a dit de faire, et l'Afrique s'est lancée dans cette mouvement-là sans savoir qu'au niveau local, au niveau africain, au niveau béninois, il y a des choses préalables à faire pour dire comment, là où je voulais venir maintenant, comment on organise notre industrie aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui, moi je l'ai dit sur la chaîne WebTV, une industrie extravertie, une économie extravertie, une économie inorganisée où les acteurs qui font des efforts, moi j'ai l'impression que c'est des acteurs qui s'amusent. On n'a pas déjà structuré en termes d'industrie. Vous allez dans une industrie aujourd'hui au Bénin en 2023, vous n'allez pas voir un monsieur qui est spécialiste de l'intelligence économique et du coup de l'information sur le monde de demain. Que le monde deviendra quoi? Un monsieur qui sera chargé des risques. Aujourd'hui, on est dans un monde de risques. Vous ne verrez pas quelqu'un comme ça. Vous ne verrez pas le chef d'entreprise avec une vision claire de son entreprise de demain et les nécessités qui l'accompagnent. Si j'ai telle vision-là, comment je fais pour atteindre ma vision? Vous ne verrez aucun scénario dessiné à l'interne de l'entreprise autour duquel le personnel se mobilise pour que demain, ça soit un meilleur pour nous. Non, c'est le chef qui fait tout. Il a l'argent, il investit là où il veut, il gagne ce qu'il veut. Il n'y a même pas une comptabilité, je l'ai dit tout à l'heure, claire. On confond son patrimoine personnel avec le patrimoine de l'entreprise et le pire encore avec les interférences politiques. On est en même temps chef d'entreprise et acteur politique et tout est flou dans notre économie aujourd'hui. Et tout est flou en Afrique de façon générale. Et ce que je dis, ce n'est pas propre. En 2015, on était à une négociation à l'OMC. Puisque les mêmes problèmes se posent, le Sénégal et l'Égypte sont venus avec leurs opérateurs économiques et leurs parlementaires pour dire, vous êtes dans les pays, venez voir comment nous négocions ici pour que vous puissiez voir que dans vos pays, là, vous êtes en train de vous amuser. Ils ont amené, ils ont payé leurs opérateurs économiques pour dire de venir voir. Ils ont payé leurs parlementaires. L'Égypte et le Sénégal, les deux pays-là qui ont eu l'initiative de dire qu'ils viennent voir. Est-ce que nos parlementaires, ils savent ce qui se passe? Alors j'ai dit aujourd'hui, le cœur du monde, ce n'est plus à New York, mais c'est à Genève. L'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce, c'est là où se désignent toutes les règles en matière de commerce et qui va tirer l'industrialisation de tous les pays au monde. Si vous avez même des accords commerciaux régionaux, ces accords doivent être arrimés aux accords de l'OMC au titre de l'article 24 du GATT. Mais qu'est-ce qu'on fait, notre industrie, en tant qu'acteur? Je parle des acteurs, je ne parle pas de l'État encore. Est-ce qu'on est organisé pour suivre tout ça, pour savoir qu'il y a des règles du marché, il y a ceci, cela? On ne sait pas. Est-ce qu'on observe tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour organiser une bonne industrialisation au Bénin? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de cadre réglementaire institutionnel pour le processus industriel dans notre pays? Monsieur Fabien. Oui. Bon, je pense que c'est parce que les problèmes de l'industrie sont pris par les uns et les autres de façon unique, de façon parcellaire. Aujourd'hui, quand vous voyez les initiatives du gouvernement, le gouvernement a voulu aller vite, faire pousser rapidement des industries dans une zone dont on améliore la compétitivité. On a voulu aller vite. Mais dans cette façon d'aller vite, il y a beaucoup de gens, beaucoup de choses qui sont laissées de côté. Je ne sais pas si vous voyez. Alors que le bilan ne sera pas que là-bas. Le bilan sera global. Donc, comme l'a dit l'expert aussi, les industriels doivent pouvoir s'asseoir. Ils doivent s'asseoir et faire le point à leur niveau pour savoir comment ils s'organisent
Je ne sais pas si vous comprenez comment ils s'organisent. Moi, je vais vous dire, ça fait 15 ans que j'enseigne et je n'ai pas le doctorat. Je suis ingénieur, je n'ai jamais fait le doctorat. Mais je vais vous dire qu'en 2007, lorsque je suis venu et que j'ai voulu enseigner, je suis allé à l'université, moi-même, aller voir le directeur général d'une école d'ingénieurs et je lui ai dit, vous allez former des ingénieurs demain. Vous allez former des ingénieurs demain. Moi, je suis ingénieur. Depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai vu venir des ingénieurs de votre école. Il y a beaucoup de réflexes qui n'ont pas. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas de là où ils iront travailler. Ils ne savent rien de ça. Tout simplement parce que tous leurs professeurs ne connaissent rien de ce qui se passe là-bas. Au Maroc, au Canada et dans tous les pays développés, les enseignants sont mixtes. Il y a des professionnels et il y a des enseignants. Si vous me donnez l'opportunité de faire quelque chose, vous allez juger. Ça va plus loin. Ça fait 16 ans. Je dis ça vous ne pouvez pas mettre pied à l'université pour enseigner dans une école de gestion. Vous ne connaissez pas l'industrie, vous ne connaissez pas l'entreprise. C'est impossible. Mais c'est au Bénin qu'on continue de faire ça. Et vous voulez avancer pour aller où? Donc, pour vous dire... Aujourd'hui, 21e siècle. Finalement, il n'y a pas d'espoir. C'est pour vous dire que les choses peuvent changer. Mais il faut des hommes pour les changer. Alors, quand le gouvernement a décidé de faire des choses, c'est une bonne chose. Mais il y a beaucoup de choses auxquelles ils ne pensent pas. Aujourd'hui, il est difficile pour un petit entrepreneur, je dis, allez fouiller une entreprise qui a commencé petite et qui est devenue une grande industrie. Vous ne trouverez pas. Les entreprises commencent tout petit, 20 ans après, ils sont là. Il n'y a aucun cheminement. Parce qu'on les gave par des ONG internationaux qui leur répètent les mêmes formations pendant 10 ans. Il n'y a aucune perspective. En l'absence de cette organisation, alors, pour asseoir une industrie comme il faut, finalement, on n'avance pas. Donc, 10 ans après, on risque de revenir ici pour parler... Non, il y a une organisation, puisqu'il y a le ministère du Commerce qui est là aujourd'hui, de l'industrie, le ministère du Commerce du Bénin qui est là, et tous les pays africains, le ministère du Commerce. L'Union africaine a un département de l'industrie, et j'en ai parlé au niveau de... la CEDEAO aussi, il y a un département. Je dis d'ici 10 ans, au Bénin et principalement en Afrique, ça va avancer. L'essor, on a déjà commencé, les gens ont déjà compris. Mais le reste, c'est individuellement pris. Est-ce que quand on les rassemble, ils vont comprendre là où on s'en va? Que tu mets un business en place, ça n'a plus rien à voir avec ta personne. Ce n'est plus toi. C'est une personne morale qui est là. Le financement que tu as mis, qu'on appelle capital, dans ce business-là, n'aide plus ta poche. Si tu veux te fixer un salaire, tu fixes le salaire, tu prends le salaire chaque fois. Si la liquidité est là, tu es obligé de supporter. En fait, c'est la mentalité qu'on va nettoyer. Ça touche beaucoup de choses, l'université, etc. Moi, je suis ébahi d'entendre ce qu'il dit, en disant qu'à l'université, le professeur est en train d'apprendre aux étudiants à parler de l'industrialisation ou de l'industrie, mais lui-même, il ne connaît même pas l'industrie. Si c'est qu'on va continuer à lire des trucs qui sont écrits dans les bouquins, ça ne sert à rien. Mais à quel niveau il faut agir pour que ça change? Parce que formation. Depuis on parle, en Afrique, on parle de changer de mentalité, Formation. On est à près de 50 ans là maintenant, on n'a rien changé. Ça a changé, madame. Je vous confirme ça a changé. Mais il reste encore, parce qu'il n'y a pas que 2 ou bien 10 personnes, 20 personnes ou 20 entreprises qu'il faut pour le Bénin. Non, il nous faut encore plus des mastodontes. En Côte d'Ivoire, dans chaque quartier, un quartier en Côte d'Ivoire, ça va au Cotonou. Dans chaque quartier, il y a une zone industrielle. Chaque quartier, il y a une zone industrielle. Vous imaginez? On n'est même pas encore arrivé. Ça, c'est un. Le premier qui était là est laissé, mais ils vont reprendre. Mais ce qu'on dit ici aujourd'hui, c'est pour interpeller tout un chacun de Béninois, tout un chacun d'Africains a dit, ah bon, ok, moi, et on se met ensemble, on y va. Il faut qu'on y arrive. Est-ce que ce n'est pas ça que le gouvernement a pensé en créant la GDIZ? Mais derrière, quels sont les liens avec les autres entreprises, M. Fador? Est-ce que les liens sont établis avec les autres industries
et tout. Et derrière, est-ce que ça a un impact? Je pense que ce sont les industriels qui peuvent valablement répondre, mais je vais vous poser une question, c'est de me dire aujourd'hui quelle est l'association des industriels qui fonctionne. S'il y en a dans l'Assemblée qui peuvent nous dire, est-ce qu'il y a